Bonjour à tous, bienvenue dans un Smart Tech un peu spécial puisque nous tournons aux Assises du numérique qui sont organisées par le DigiWorld Institute. On est à La Baule, deuxième édition qui se situe à La Baule et je vous propose une émission de 28 minutes consacrée au sujet de l'intelligence artificielle avec les interviews de l'IA, mais des invités spéciaux. Cette semaine, autour de la table, beaucoup plus de monde que d'ordinaire dans les interviews de l'IA. Et oui, parce qu'on est dans une édition spéciale tournée aux Assises du numérique organisée par le DigiWorld Institute. Autour de la table, on a le grand plaisir d'avoir Wassim Chourbagy. Bonjour Wassim de Qualcomm. Sylvie Ouziel de Bluebridge, groupe AI. On va parler ensemble d'intelligence artificielle, de stratégie, du côté des technologies, du côté des usages. Christophe Lelinier est également avec nous, vice-président R&D de Valeo. On va voir comment cette IA, elle impacte toute l'industrie automobile et aussi les équipementiers, bien évidemment. Mais je voulais qu'on commence ensemble, Philippe Trouchot. Bonjour Philippe. Bon. Vous êtes le président du conseil de surveillance de PwC France et Maghreb. Vous avez dévoilé de nombreux chiffres marchés lors de ces assises du numérique. Moi, je voulais savoir déjà, pour vous, de quelle manière l'IA redessine l'entreprise ? Alors de plusieurs manières évidemment, mais surtout avec un sentiment d'urgence de la part des dirigeants. Je vous donne là aussi une petite statistique. 72% des dirigeants dans le monde, ils font comme première priorité l'investissement dans la technologie et l'IA. Et depuis 3 ans, avec un sentiment d'urgence marqué, parce que ces mêmes répondants considèrent que s'ils n'opèrent pas ces changements, d'ici 5 à 10 ans, leur entreprise est condamnée. Voilà. Alors, sentiment d'urgence, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils se sentent préparés ? Et non, c'est là la difficulté. Il y a tout un jeu dans l'entreprise. Il y a cette priorité côté direction générale. Souvent, le CIO lève la main en disant, au fait, il y a pas mal de choses qu'on avait oublié de faire sur nos infrastructures, sur la gestion de la donnée. Donc, il va me falloir un peu plus d'argent que simplement pour des licences d'outils pour l'IA. Et généralement, il y a le CFO qui dit, oui, mais en fait, nos marges baissent un peu en ce moment. Donc, voilà, c'est pas facile. Et puis, on peut ajouter que du côté des conseils d'administration comme des investisseurs, que ce soit dans les entreprises cotées ou par exemple dans le private equity, il y a une très grosse pression, je vais le dire comme ça, des investisseurs pour que ces gains de productivité notamment soient obtenus grâce à l'IA. Alors, la révolution de l'intelligence artificielle, elle date quand même d'un certain temps. Je ne sais pas si tout le monde en a pris la mesure, mais entre-temps est arrivée l'IA générative. La prochaine révolution, on nous dit que c'est l'IA embarquée. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y en aura d'autres. Peut-être que l'autre révolution, ça sera quand on aura des ordinateurs quantiques, en fait. Les meilleures prédictions nous disent qu'ils seront prêts d'ici 2032. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en imaginant... c'est là la difficulté dans la tech. Il y a encore, dans les entreprises du CAC 40, et c'est pas du tout un jugement de ma part, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont en train d'essayer de sortir de leur mainframe. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de complexité pour les dirigeants parce que par ailleurs, et ça a été dit lors de la plénière, des innovations sur l'IA, il y en a toutes les semaines en fait. Donc gardez le cap. Vous pouvez pas acheter toutes les technologies disponibles sur le marché quand vous avez ces contraintes de coût dans une entreprise. Donc oui, c'est beaucoup de conduite du changement. Et c'est aussi le fait qu'on réalise, j'ai parlé un peu de technologie sur la data, sur les infrastructures, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'elles veulent passer l'IA à l'échelle, s'aperçoivent que leurs process sont peut-être pas aussi bien documentés qu'elles le pensaient en fait. Et alors, en plus, j'ai passé une étape. Il y a l'IA agentique. Ouais. Qui est la grande transformation en cours. J'imagine que Sylvie est d'accord avec moi là-dessus. Sujet très cher à mon cœur, oui. C'est la capacité... Ce qui est important dans l'IA agentique, c'est de permettre aux entreprises de se saisir de la capacité que va avoir l'IA à remplacer les humains dans des tâches fastidieuses en enchaînant toutes les technologies nécessaires qui sont dans cet immense catalogue qui ne cesse de croître de manière économique, de manière rapide pour créer de l'impact et de la valeur business. Et je pense que tout le monde voit l'enjeu. Maintenant, s'en saisir de manière pratique et rapide, c'est ce qu'on aide nos clients à faire. C'est autre chose, ouais. Et alors, je parlais de l'IA embarquée qui serait peut-être encore la prochaine étape. Ça doit plutôt parler à Valeo parce que j'imagine que vous êtes convaincu que c'est effectivement la prochaine étape ou en tout cas l'étape en cours qui est en train de transformer le secteur de l'automobile. On pense à la voiture intelligente, la voiture autonome. Alors, la voiture intelligente, ça démarre en 2012 chez Valeo avec un premier projet d'intelligence, c'était dans une caméra de recul, donc c'était la détection d'un humain. Donc ça, en 2012, c'était même pour Nissan à l'époque, ça remonte. Aujourd'hui, bien entendu, l'IA nous a
permis d'évoluer énormément et d'apporter plus de capacité, plus d'intelligence embarquée, et surtout grâce à des acteurs aussi du silicium, parce que aujourd'hui le gros enjeu pour l'automobile, c'est de pouvoir faire de l'IA Edge, c'est vraiment on-board, et donc des acteurs comme Qualcomm, Nvidia, des gros acteurs sont aujourd'hui primordiaux pour nous dans l'évolution vers le véhicule complètement autonome. Donc complètement autonome, on n'y est pas aujourd'hui. Alors, si, on y est sur des robotaxis. Il y a quelques acteurs aujourd'hui, principalement aux États-Unis ou en Chine, qui ont des flottes de taxis, et ça fonctionne. J'ai eu l'occasion de les tester en Chine, à San Francisco. On dit que la supervision reste quand même très très importante. Ouais, forcément, il y a encore un niveau de supervision, mais pour les avoir testés il y a 5-6 ans, les premières générations, j'étais resté bloqué derrière un camion. Là aujourd'hui, on est beaucoup plus en sécurité, on se sent beaucoup mieux. La façon dont la voiture réagit, conduit, ça rapproche de plus en plus d'un humain, peut-être même en mieux dans certains cas. Il reste encore quelques soucis. On a eu récemment d'ailleurs avec Waymo, mais ça progresse. C'est un problème de feu de signalisation, je crois, qui avait un peu paralysé Carrefour. Carrefour. Il y a un problème aussi, une route inondée où la voiture s'est engagée, mais bon, ça reste encore des cas très particuliers où un humain aurait peut-être fait exactement la même chose. Mais on n'accepte pas d'un robotaxi ce qu'on va accepter d'un conducteur lambda. Alors, juste pour revenir un peu à la problématique qui nous interroge tous, c'est quelle est la capacité de la France et de l'Europe d'exister dans ce monde en mutation autour de l'intelligence artificielle. Comment vous voyez les choses, Philippe ? Je vais essayer de les voir très positivement. D'accord. La France, notamment, c'est un territoire d'école d'ingénieurs qui garde quand même une très bonne école mathématique. L'IA, on faisait référence à l'histoire, vous parliez de 2012. Moi, j'ai appris ça à la fin des années 80 dans une école d'ingénieurs. Donc c'est de la vectorisation. Donc, quand on a des gens qui sont bons en maths, ça marche très bien. Mais l'Europe, je pense que c'est notre atout majeur, ou en tout cas la porte de salut de tout le monde, en fait. Je crains qu'il n'y ait pas de grand succès franco-français sur l'IA par rapport à ce qu'investissent les 3 hyperscalers. C'est 400 milliards de capex par an rien que dans les data centers, en fait. Donc chaque pays d'Europe, malgré la taille de notre marché intérieur interne, ou en Europe, n'a pas la capacité ni d'investissement ni de tout faire tout seul. Donc à l'image et ça a été là aussi cité ce matin, de ce qui a été fait avec Airbus dans l'axe franco-allemand, il y a des collaborations à mettre en place. C'est ça qui permet d'avoir, je pense, un effet d'échelle. Wassim Chourbagy, donc vous êtes président pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-président senior affaires réglementaires institutionnelles pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Qualcomm. Rappelez-nous simplement comment se positionne Qualcomm justement dans cette chaîne de valeur autour de l'IA. On a discuté de l'IA embarquée, on a misé très très rapidement sur l'IA embarquée, en mettant en fait l'IA dans tous nos puces, que ce soit les puces pour les smartphones, les ordinateurs, les véhicules, l'industrie, les éléments industriels, l'industrie 4.0. Ainsi que maintenant dans les data centers, on s'étend là-bas, on a créé quelque chose qui s'appelle une IA hybride. Et ça partait de quelque chose de très important, d'une observation qui est que le contexte de l'objet compte beaucoup. Donc on va prendre ces données et l'IA pour aider l'humain, elle a besoin de ce contexte. Elle va savoir ce qui se passe autour de vous, etc. Typiquement, une IA dans des lunettes connectées va savoir où vous êtes, où vous regardez, et donc va donner des éléments de réponse plus pertinents. Et ça a commencé avec la générative, et là maintenant on est dans l'agentique, complètement. Donc il y a des agents qui travaillent en continu, et qui vont savoir s'ils font ce traitement sur le terminal, donc en embarqué, ou aller vers le data center. Et donc ça demande à travailler des puces différemment de ce qu'on faisait avant ? Oui. Et parce qu'on a toujours eu ce problème de capacité de calcul, d'analyse des données. Exact. Et j'en ai parlé. On a de la chance que c'est vraiment dans les gènes de Qualcomm de travailler sur de la puissance de calcul à très faible consommation.
Et ça tombe super bien. Et ça, c'est vraiment je veux dire, tout ce qu'on a fait depuis le début sur le smartphone, c'était ça. Ouais. Et donc, pouvoir connecter aujourd'hui, avoir des lunettes avec du traitement de signal, des traitements graphiques et reconnaissance de voix, une batterie qui dure 7 heures, juste en intégrant une puce dans une branche, c'est vraiment exceptionnel. Donc, deux choses là-dessus. Donc vous aussi, Ouais. vous êtes d'accord pour dire qu'après la révolution des chatbots, de l'IA générative et on va dire de l'IA agentique, on passe cette étape, c'est l'IA embarquée. Alors, IA embarqué, mais pas nécessairement en binaire, en fait. C'est-à-dire Il y aura de l'IA embarqué et il y aura de l'IA dans les data centers. Ouais, Il y a certains d'accord. certaines sociétés ou certains intérêts ont dissocié les deux. Non, en fait, il y aura les deux. Puisqu'il y a une question de consommation énergétique totale, Ouais. mais aussi de contexte, de sécurité, de confidentialité. Il y a plein d'éléments. Et les données vont être traitées soit sur les terminaux, en embarqué, soit dans les data centers. Vous êtes d'accord avec ça? Une réaction peut-être je voyais que vous étiez tout à fait en phase avec le discours de Wassim. Plusieurs thématiques. La première, la consommation. Je pense que pour Ouais. l'IA embarqué dans l'automobile, c'est fondamental. Parce que la voiture devient électrique, déjà premier point, et on préfère utiliser l'énergie de la batterie pour faire 1 kilomètre de plus plutôt que d'alimenter un calculateur. Surtout que c'est aujourd'hui la puissance de calcul nécessaire pour un véhicule autonome est extrêmement importante. Oui. On est passé de véhicules où on avait une centaine de petits calculateurs séparés, un seul gros calculateur qui est pour refroidir, parce que c'est quand même des grosses puissances de calcul, mais la frugalité est fondamentale. Et je pense que c'est ce qu'a très bien compris des acteurs comme Qualcomm, c'est de pouvoir offrir des puissances de calcul assez importantes, tout en réduisant la consommation. L'autre point important, c'est la partie Edge versus Cloud. Dans une voiture, on ne peut pas faire du cloud computing. Oui. On perd le réseau, la voiture, il faut qu'elle freine. Vous êtes un ballon qui traverse, il y a un enfant qui va arriver derrière, il faut pouvoir réagir totalement. Donc, on a besoin de faire du calcul local dans la voiture, mais en même temps, on a besoin de remonter les données vers le cloud, qui va continuer à entraîner les modèles et faire du download après. On va over the air, on va venir recharger, ramener des algorithmes updatés dans la voiture. Donc c'est vraiment cette bidirectionnalité qui est importante avec d'un côté le edge, de l'autre côté le cloud. Et vous voyez, Wassim, l'industrie européenne, quand je parle de l'industrie, je ne parle pas de l'industrie autour de l'IA, mais l'industrie utilisatrice de ces technologies, vraiment engagée dans cette transformation, 100%, dans cette 100%. innovation. En fait, Ouais. l'Europe a des atouts avec ce que j'appelle l'industrie traditionnelle. Vous prenez Volkswagen, vous prenez Stellantis, c'est avec eux qu'on a signé les premiers contrats de Dans le monde, vous châssis voulez dire numériques et de partenariats. Wow. Oui, on avait commencé avec BMW, Ok. après il y a eu Volkswagen et la semaine dernière Stellantis. D'accord. Oui, ça c'est pour donner l'exemple en fait de l'IA embarqué dans les voitures. L'autre exemple que... Ça, c'est pour l'Europe, c'est pas dans le monde. Alors, on travaille partout dans le monde, mais les partenariats avec ce qu'on appelle le software ADAS avec l'IA, ça a été co-créé. Il y a une partie co-créée avec BMW et le D'accord. partenariat annoncé avec Stellantis, c'est les deux premiers dans le monde. Très bien. Ouais. Super. L'autre exemple, et c'est Nora pour la robotique, puisque le robot, c'est comme la voiture, mais en pire, l'humanoïde travaille sur une batterie. Imaginez la puissance de calcul nécessaire et ça doit durer une journée pour qu'il n'aille pas se faire brancher sur l'électricité. J'imagine. Oui, donc on a une roadmap robotique qu'on va annoncer prochainement qui est vraiment exceptionnelle également. Sylvie Ouziel, donc fondatrice CEO de Bluebridge Group AI. Donc c'est un intégrateur de solutions qui est vraiment dédié à l'IA agentique. Qu'est-ce que ça change par rapport à un intégrateur classique tel qu'on le connaît dans l'IT? En fait, il y a une espèce de paradoxe qui est que les intégrateurs expliquent à leurs clients qu'il faut automatiser et optimiser les tâches des cols blancs. Et en fait, ce qu'ils font depuis très longtemps, ce sont des tâches intellectuelles de cols blancs qui peuvent s'automatiser et s'industrialiser. Donc en fait, c'est l'arroseur arrosé. Donc nous, on a des agents qui installent des agents et on a remplacé tout ce qu'on pouvait par de l'IA dans nos propres activités, notre propre chaîne de valeur. D'accord. Et quand vous parlez de remplacer, parce que ça peut faire un petit peu peur quand même,
Comment ça est abordé justement cette transformation? Alors chez nos clients, on s'attache à produire du ROI. Et donc le ROI, ça va être d'automatiser des tâches qui sont un peu fastidieuses et donc forcément de faire de la productivité avec pour objectif de redéployer les effectifs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus stratégiques, sur des tâches en contact avec l'humain par exemple, ou d'optimiser une autre dimension que la dimension entre guillemets salariale, que la masse salariale. Donc optimiser par exemple les coûts de transport, le recours à la sous-traitance, le recours à certaines matières premières grâce à des optimisations complexes. Et ça, c'est un sujet important. L'IA générative a vraiment remis l'optimisation et l'automatisation sur le devant de la scène, mais l'IA agentique n'est pas la solution, ou l'IA générative et l'IA agentique au sens les boucles autonomes de raisonnement n'est pas la solution à tous les problèmes en fait. Souvent, il faut combiner différentes technologies, dont des technologies d'optimisation, pour arriver à faire de la productivité ou améliorer l'output, si je puis dire. On les trouve facilement, les bons cas d'usage? Alors, en général, on les trouve facilement. Les entreprises ont énormément d'idées. Là où elles ont un peu plus de difficultés, c'est la confiance et la confiance dans le ROI. Donc, c'est pour ça qu'on choisit des cas d'usage qui ont un impact visible, important, financier, qui vont s'autofinancer. On refuse de faire des proof of concept, des fameux POC qui marchent en laboratoire, qui Vous ne passent refusez? jamais. On refuse. Pourtant, visiblement, ça cartonne. Hein. Et alors voilà, le POC, en fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez faire un POC, vous ferez un POC et vous irez jamais plus loin que le POC, parce que ça va marcher en laboratoire, mais toute la difficulté, c'est pas que ça marche en laboratoire, c'est que ça marche dans la vraie vie, à l'échelle, de manière robuste, industrielle et conforme à la réglementation qui Et on n'est vous pas impose un obligé certain d'en nombre de passer choses. par là quand même. Nous, on refuse parce qu'on est sûr que ça marche en labo. Et si on D'accord. commence en labo, on va jamais sortir du labo. Et donc, notamment avec des clients qui traitent de données personnelles de santé, ils voulaient qu'on démontre qu'on pouvait automatiser leur chaîne de traitement sur un coin de table et sans se préoccuper des sujets d'IA Act, de RGPD, de privacy autour des données personnelles de santé. Et on a refusé parce qu'on savait que ça marcherait en laboratoire. Et on s'est attaqué dès le début justement à toutes ces dimensions pour n'utiliser des outils dans la boîte à outils que parmi ceux qui sont compatibles avec ces contraintes. Peut-être une réaction là-dessus, Philippe, sur arrêter l'époque? Ouais, Ne je pas en veux que faire. vous emboîtez le pas. On a même Ouais. dit à une époque, il y a 2-3 ans, on disait que la France était devenue la POC Nation. Donc c'est certainement dans une... C'est la première fois que j'entends cette expression, mais je ouais, elle est pas de retiens. moi en plus. Mais Et juste, si je peux me permettre une toute petite précision, on n'est pas contre les pilotes, mais un pilote, c'est quelque chose qui va passer en production dans la vraie vie et avoir un retour sur Ouais. investissement. Mhm. Un POC, c'est quelque chose qui sort jamais du laboratoire. ouais, parce que ce qu'on dit pas, c'est que l'IA, ça coûte quand même cher, mine de rien. Hein. Donc c'est pas gratuit. Et je pense que c'était le sous-jacent aussi, ce que vous disiez, c'est ça s'achète pas sur étagère en fait. Hein. Donc il y a des adaptations à faire. Il y a l'humain dans tout ça en fait. Donc se débarrasser de tâches fastidieuses, c'est pas un drame humain, mais il faut quand même accompagner le changement en fait. Hein. Et la grande difficulté, si vous déployez des licences de telle ou telle solution. On va vous dire que ça marche pas, c'est pas le résultat que j'attendais, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et l'appétence au changement, on le sait, elle est pas énorme dans les entreprises. Hein. Donc c'est pour ça que je parlais Chez l'humain, de manière chez générale. l'humain n'aime pas le changement. Et on le sait, on a un gros problème de productivité en Europe et particulièrement en France. D'où ce bon commentaire sur les investisseurs qui, eux, ont cette entre guillemets exigence parce que ça peut nous permettre de rattraper pas mal de retard de productivité. Je lisais, si vous m'y faites penser en parlant de la santé, je crois qu'on a 45% du personnel dans un hôpital classique qui est sur des tâches administratives qui voit jamais un patient. Bon, alors Nous, par exemple, c'est pas les mêmes compétences. Hein, mais, on accompagne RMG, Raffles Medical Group, à Singapour pour redéfinir complètement tout leur système d'information de manière agentique sur l'ensemble de leurs activités sur l'Asie du Sud-Est et la Chine. Et C'est pour simple, revenir, je posais la question, c'est simple de trouver les bons cas d'usage. Est-ce que c'est simple aussi de trouver ceux où on aura le maximum de retour sur investissement et qu'on sait mesurer? alors c'est exactement le sujet. Parce qu'en fait, si on donne des outils de productivité individuelle aux employés en déployant des licences de copilotes, de compagnons, etc., ça va être une productivité tellement diffuse qu'on aura un sentiment de progrès, mais qui ne se matérialisera pas financièrement. Donc il faut choisir des vrais cas d'usage où on va remplacer des effectifs sur des tâches fastidieuses ou vraiment optimiser le résultat final. Et puis deuxième sujet, le coût d'implémentation avec des approches traditionnelles est très, très cher. Donc il faut vraiment une approche beaucoup plus automatisée et optimisée. Et puis dernier sujet, les coûts des tokens, les coûts des modèles eux-mêmes sont inflationnistes. Au départ, les abonnements étaient un petit peu open bar et très subventionnés par les fournisseurs
de modèles qui voulaient acheter de l'audience. Et là, tout d'un coup, la mer se retire et on se met à facturer à la consommation réelle. Et donc, nous, on a une approche extrêmement frugale de l'utilisation des modèles, en utilisant de l'IA générative que lorsque c'est nécessaire. Si on peut se ramener à des règles déterministes, y compris très complexes, générées par l'IA, mais qui deviennent déterministes, donc sans coup d'inférence, on le fait. Si on peut éviter d'avoir de l'IA agentique au sens des boucles autonomes de raisonnement, c'est-à-dire ne pas réinventer la recette du repas chaque fois qu'on fait un repas, mais suivre une recette déterministe, même si elle utilise de l'IA agentique à chaque étape, on le fait. Et puis parfois, il faut utiliser des solvers, d'autres outils. Donc on a vraiment une boîte à outils très large qui n'est pas focalisée sur une obsession autour d'un modèle, mais qui est focalisée sur l'atteinte du résultat de la manière la plus frugale. Et chez un de nos clients, on a baissé le coût de traitement de ces mails entrants complètement automatisés par un facteur 8, parce qu'on a utilisé les justes modèles les plus efficaces qui avaient le meilleur rapport qualité-prix. Christophe Ligné, vous avez déjà beaucoup commenté là, à l'instant autour de la table la manière dont ces IA transforment le secteur de l'automobile et votre métier aussi d'équipementier. Peut-être nous dire comment vous voyez les choses évoluer demain, parce qu'on parle de la transformation logicielle. Est-ce que finalement la voiture va devenir une plateforme logicielle et que fait un équipementier dans ce cadre-là? La voiture est déjà logicielle. Hein. Ouais. J'utilise souvent l'image, c'est qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, un véhicule moyen haut de gamme, c'est déjà 200 millions de lignes de code. 200 millions de lignes de code, 33 fois ce que vous allez trouver dans un Boeing 787. Ça, c'est la réalité. Parce que depuis des années, on a de l'électronique embarquée dans plein de petits calculateurs. Vous avez le bip-bip quand vous reculez, qui est connu du monde entier, le parking. Aujourd'hui, beaucoup de voitures sont équipées de parking automatique. Donc, c'est déjà beaucoup de lignes de code. Donc, le software fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Donc, on va dire que vous êtes un éditeur de logiciels demain. Chez Valeo, la moitié des effectifs de R&D. Donc, on était un équipementier, on est devenu aujourd'hui un partenaire technologique. C'est la moitié des 20 000 ingénieurs qui composent la recherche et développement de Valeo, ce sont des ingénieurs logiciels, la moitié. Et là-dedans, on a 200 ingénieurs qui sont spécialisés en intelligence artificielle, dont la mission est de transformer l'entreprise aussi. Parce que la compétitivité passe par réduire nos coûts, accélérer. Et donc, en même temps que l'on développe de l'IA embarquée, on développe de l'IA. Alors, je vous rejoins parce que la première approche que nous avons eue en tant que client, c'était faire un POC, qu'on a vite arrêté parce qu'on s'est aperçu, parce qu'on avait besoin de comprendre si l'IA avait ses limites. Donc, qu'est-ce que l'IA était capable? Ça, c'était il y a 2 ans. On avait fait un hackathon, puis on avait défini 200 use cases et on a démarré. Et on s'est rendu compte que très vite que l'IA, c'était plus le problème. Parce que l'IA, tous les 6 mois, on avait les LLM, on est passé à l'agentique, maintenant on automatise. Donc l'IA, et puis dans 6 mois, je ne sais même pas où on en sera, mais la réalité pour une entreprise, c'est la transformation. Et surtout éviter une chose, c'est d'automatiser notre inefficience. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on a des processus en place aujourd'hui qui datent du début de l'ingénieur et où tous les processus ont été construits autour de l'ingénieur avec des tâches qui sont segmentées, qui sont distribuées. L'IA aujourd'hui remet tout en question. Et donc il va falloir reconstruire tous nos processus autour de l'IA, mais en ayant l'humain au milieu. C'est-à-dire que oui, on commence déjà tout ce qui est les tâches de bas niveau, on l'automatise. Je crois aujourd'hui, on génère 35% de notre code en certifié IA qui rentre dans l'automobile. Donc ça va assez vite. Maintenant, l'humain reste quand même. On a besoin de l'humain parce que l'innovation reste humain, même si aujourd'hui on augmente nos ingénieurs avec des surrogates, avec plein d'outils qui vont permettre d'aller plus vite. À la fin, il faut quand même que l'humain passe. Et donc, ça passe par la transformation et puis l'adoption par les gens, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est compliqué de changer nos habitudes. Ouais. Quand la réponse est on a toujours fait comme ça, oui, mais maintenant il faut apprendre à changer. Y compris dès que les gens au niveau de la R&D. Oui, au niveau de la R&D. Mais dès qu'ils ont compris, dès que nous ingénieurs avons compris l'avantage et la puissance de l'outil, l'adoption va assez rapidement. Maxime, vous êtes d'accord avec ça sur
cette transformation aujourd'hui nécessaire en interne. Et... Absolument, absolument. Nous en interne, on voit l'impact déjà. On trouve qu'il y a beaucoup plus d'efficacité. Les employés font un meilleur job, servent mieux leurs partenaires. Mais jusqu'à cette transformation profonde des process en Alors interne. après, large. Vraiment, la manière dont je décriverais ça, c'est tout a été designé pour une interface homme-homme. Après, on est passé homme-machine. Et là, il faut vraiment machine-machine avec des agents. Alors, machine, mais avec l'homme au milieu. L'homme va mettre des guardrails, va définir les règles, etc. Et il n'y a pas, je dirais, il y a l'industriel et il y a le consommateur. Et il faut vraiment faire la différence, puisque l'industriel, on a plus de maîtrise. Le retour sur investissement est plus clair pour certains cas d'usage. Il faut commencer par là. Nous, il y a eu la question d'époque. Moi, j'aime bien l'époque quand ils apportent de la valeur, puisqu'en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on ne sait pas tout. On a des outils technologiques, on a des partenaires, que ce soit dans l'industrie 4.0, dans le retail, dans l'aviation, etc. Ils ont des problématiques, mais ils connaissent pas la techno. Et donc, le fait qu'on mette nos ingénieurs ensemble, sans nécessairement un rapport commercial, permet en fait de définir ces cas d'usage. Et après, passer très rapidement sur une implémentation, ce que vous avez appelé pilote. En fait, j'appelle pilote, plutôt qu'un POC, exact. Et enchaîner sur du commercial, puisque c'est comme un voyage en fait. Il n'y a rien qui est prêt et il faut accompagner et se faire accompagner. En plus, on ne sait pas exactement quelle est la destination. On ne sait pas, mais on sait. Ce qui est super intéressant. Vaut mieux monter dans le train quand même. Oui, c'est ça. C'est ça ce que je dis toujours. Montons, et we will figure it out. Et il y a deux choses Merci qui sont beaucoup. très- On arrive à la fin de cette émission. Sylvie Houziel d'avoir été avec nous. Merci. Alors, on n'est peut-être pas sur le 0-0 POC, mais des pilotes et très très vite le passage à l'échelle. On a bien compris. Sylvie Houziel de Blue Bridge, Wassim Chourbachi, merci également de Qualcomm, Philippe Trouchot de PwC et Christophe Deligné de Valeo. Merci à vous d'avoir suivi ce Smart Tech en édition spéciale aux Assises du numérique.